Salut à tous et bienvenue dans Paraculte, un nouvel épisode dédié aux Vocaloids. Si jamais vous écoutez le podcast avec ce premier épisode pour la première fois, je vous invite plutôt à commencer par écouter l'épisode précédent, car c'est en fait un épisode qui a été enregistré en mars 2019, qui est diffusé en 2 parties, et cet épisode est la seconde partie. Donc si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agit, je vous invite évidemment à remonter à l'épisode précédent et à l'écouter. On retrouve donc Guillaume Poggiaspala qui parle de ce phénomène musical très axé technologie. Il a encore plein de choses à vous raconter. Je vous souhaite un bon épisode. Alors de manière assez amusante, les Vocaloids, donc vous voyez que les Vocaloids qui apparemment aujourd'hui c'est quand même un phénomène qui est principalement japonais, en fait a des origines qui sont anglo-saxonnes et les premiers Vocaloids sont des Vocaloids anglais. Pour l'instant ils parlent tous anglais. Alors ça va changer avec le Vocaloid 2 et surtout avec l'acquisition de la licence par Krypton Future Media, qui est donc une entreprise japonaise basée à Sapporo, qui lui va créer les 2 premiers Vocaloids japonais. Alors, les 2 premiers Vocaloids japonais, c'est Meiko et Kaito. Alors, Meiko, c'est donc une Vocaloid japonaise, c'est la première Vocaloid japonaise, une voix féminine. Évidemment, c'est une voix féminine, elle s'appelle Meiko, c'est aussi un prénom féminin, c'est d'ailleurs le nom de sa mère, c'est-à-dire de la chanteuse, une chanteuse indépendante qui s'appelle Aigo Meiko, qui a fait des albums dans les années 90, et qui, donc, a offert sa voix, donc sa voix a été samplée pour donner la voix de Meiko. Meiko, c'est donc une Vocaloid japonaise, la première Vocaloid japonaise féminine, et elle s'est plutôt bien vendue, en fait, elle s'est vendue à 3000 exemplaires, à peu près, et elle avait quelque chose de vraiment particulier, cette Meiko, qui est quelque chose qu'on n'aurait pas cru que ça ait un impact aussi important, mais Meiko, ce qu'elle avait, c'était une personnification, elle avait un dessin. Alors c'est tout bête, parce qu'en réalité, le dessin était vraiment moche. Mais c'est un gros progrès par rapport aux autres Vocaloids. En fait, si vous regardez les boîtes de Léon et Lola, ces 2 trucs étaient marketés comme des outils, c'est-à-dire comme des instruments. Donc il y avait une bouche, voilà, c'est des images stock. Il y avait la tête de Myriam Stockwell sur Myriam, d'ailleurs, mais c'était vraiment très impersonnel, c'était quelque chose d'assez générique. Alors que là, bizarrement, on ne sait pas si c'est parce que c'est au Japon ou autre chose, mais en tous les cas, le fait qu'il y ait eu un petit personnage manga sur une petite fille, c'est une fille... Donc c'est une petite brune aux cheveux courts, avec une robe rouge, dessinée d'ailleurs par un nom professionnel, c'était un employé de Krypton qui a fait ça sur un coin de table, ou presque, et bon, ça a donné un visage, ça a donné quelque chose de graphique à la voix de la Vocaloid, et ça a eu une importance absolument considérable. Étonnamment, la personnification des Vocaloids, c'est ça qui a été la clé, ça a été en tout cas une des grosses raisons du succès et de l'émergence du phénomène Vocaloid dans son ensemble. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, donc, il y a une femme, Meiko, il y a aussi un homme qui est sorti plus tard, qui s'appelle Kaito. Alors plus tard, c'est un petit peu moins d'1 an plus tard. Kaito, lui, par contre, donc, ça a été un chanteur aussi, qui a été... Donc ça a été samplé sur la voix de Fuga Naoto. Alors Fuga Naoto, c'est un chanteur qui est très marrant, très ouvert d'esprit. Alors Meiko aussi, la Meiko originale en tout cas. Et ces 2 chanteurs qui sont vraiment très ouverts d'esprit et qui n'ont pas eu énormément de réticence à l'idée de donner leur voix à un Vocaloid. Et c'est pas si évident que ça. Parce qu'évidemment, si vous donnez votre voix à un Vocaloid, si vous êtes synthétisé, si votre voix est synthétisée, du coup vous n'avez plus de travail, et c'est quelque chose de vraiment important. Évidemment, c'est une véritable angoisse qu'avaient beaucoup de chanteurs auxquels se sont adressés Zero G et Krypton d'ailleurs, au Japon comme en Angleterre, parce que forcément, les chanteurs ne voyaient pas d'un très très bon œil de pouvoir être remplacés par des machines, par des synthétiseurs, on peut les comprendre. Alors Kaito, donc, c'est un chanteur donc virtuel, et lui aussi, finalement, a été personnifié. Il a été personnifié comme un jeune homme avec les cheveux bleus et un grand foulard bleu. C'est devenu un petit peu ses attributs prototypiques, quoi. Et globalement, ce qui est marrant, c'est que Fuga Naoto, donc le papa de Kaito, adore Kaito. C'est vraiment très heureux, c'est assez marrant, on n'aurait peut-être pas imaginé ça, mais ce mec adore Kaito, il adore son personnage, et il fait même la collection du merchandising de son personnage, et donc des petites figurines, etc. Et il les poste régulièrement sur Twitter, donc c'est assez rigolo. Ce mec est vraiment très très sympathique, et sa voix est assez proche de celle de Kaito. D'ailleurs, je crois que je vais vous mettre un petit morceau de Kaito pour que vous puissiez faire une idée. Je vais mettre un petit extrait là de Thousand Years Solo.
Voilà, vous pouvez vous faire une idée comme ça un petit peu de ce que ça donne. Et donc, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ce gars, donc Fuga Naoto, a chanté lui-même lors d'un concert live. C'était un concert live qui était, alors je sais plus en quelle année, par contre, mais c'est un concert live qui a regroupé les origines, c'est-à-dire des Vocaloid les plus populaires, dont Kaito. Et donc, ils ont chanté les chansons qui ont été composées pour les Vocaloid eux-mêmes. Donc, voilà. Par exemple, je vais mettre un petit extrait, parce que là, la boucle est bouclée. Je vais mettre un petit extrait de Fuga Naoto qui chante donc Thousand Years Solo, la chanson qui a été composée bien pour son Vocaloid. 一人灰色の丘淡いかかれ草踏みしめて思い巡らせる空の彼方に風に揺れる花びら柔らかなあなたの微笑み淡い記憶のかけら素敵な色の向こうの幻誰も知らない歌を奏でよこの身がさ Voilà, donc le concert Matsuri d'Adira. Kaito s'est beaucoup moins bien vendu que Meiko. D'ailleurs, ça a été une des deux grandes leçons que Crypton a apprises en commercialisant Kaito et Meiko. C'est que, bon, d'une part, effectivement, il y avait quand même eu un véritable marché pour ça, donc ça c'était quand même le premier truc, mais ils ont aussi remarqué que, d'une part, la personnification de leurs produits était absolument cardinale, et que vraiment ça a été un vrai gros succès aussi grâce à ça, et ils l'ont vu tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à dessiner des Kaito et des Meiko, à les réinterpréter, à faire du fan art, voilà, tout simplement. Et ça a créé une sorte de mouvement où des gens créaient des chansons pour des personnages qui existaient en quelque sorte dans l'imaginaire collectif. Et ça a été le tout début en fait de ce phénomène-là, qui a commencé avec Kaito et Meiko. Et donc bon, alors surtout avec Meiko, puisque Kaito effectivement ne s'est vendu qu'à 500 exemplaires, et donc ils se sont dit bon ben les voix de mecs apparemment ça a vraiment beaucoup moins de succès. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réitérer le truc et on va faire une voix de femme. Encore une fois, une voix de jeune fille, et cette fois, c'est là que ça va être le jackpot, puisque vous vous en doutez, on est en 2007, et en 2007, c'est en 2007 justement que Crypton sort Hatsune Miku. Alors Hatsune Miku, vous la connaissez, hein, c'est évidemment, je pense que c'est un des personnages les plus connus quand même du monde, malgré tout. Donc vous voyez très bien cette collégienne qui doit avoir 16 ou 17 ans, qui a donc ces espèces de couettes turquoises absolument énormes, avec son espèce alors c'est pas vraiment, d'ailleurs c'est un oignon japonais, c'est pas vraiment un poireau, mais bon ça ressemble beaucoup à un poireau, comme ça qu'elle a souvent, qui est cette espèce de totem, et en fait tout ça a une histoire, c'est-à-dire que globalement le personnage Hatsune Miku, c'est quelque chose qui a été designé par Crypton, pour personnifier en mieux, en disant de manière un petit peu plus détaillée que Kaito et Meiko, le produit Hatsune Miku qui allait donc être vendu. Et Hatsune Miku correspond aussi avec la sortie en 2007 de la seconde version de Vocaloid, donc le Vocaloid 2 pour le japonais. Et c'est d'ailleurs c'est la référence, le nom aussi est une référence, puisque Miku, veut dire futur, et Hatsune, c'est le premier son. Donc Hatsune Miku, ça voudrait dire le premier son du futur. Et donc Crypton a commercialisé ce pack en 2007, donc un nouveau logiciel avec cette nouvelle banque de voix. Et puis les fans s'en sont saisis assez rapidement, et donc des musiciens amateurs tout simplement ont commencé à créer des musiques, des chansons avec Hatsune Miku, et ils ont commencé, les gens qui étaient plus doués pour le graphique par exemple ont commencé à faire des illustrations pour Hatsune Miku, et tout ça s'est retrouvé sur Nico Nico Douga, qui est une plateforme de streaming vidéo qui ressemble beaucoup à YouTube mais au Japon. Et donc il y a eu comme ça des gens qui ont commencé à faire des chansons plus ou moins jolies, plus ou moins de qualité, avec des illustrations plus ou moins jolies ou plus ou moins de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que les choses ont commencé à s'organiser de manière tout à fait organique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a commencé à faire une chanson, un autre qui s'est dit tiens, je vais l'illustrer avec des dessins ou avec des trucs animés, et puis il y a eu des choses comme ça qui se sont mises en place de manière complètement naturelle. Et au fur et à mesure, il y a eu une communauté qui a commencé à se créer autour des Vocaloid, en particulier autour d'Hatsune Miku.
Et tout ça est complètement, disons, on va dire, c'est pas la communauté de l'open source, mais c'est vraiment quelque chose qui est complètement organique. Il y a pas disons, Krypton, lui ne fait que commercialiser le logiciel en fait. Il ne fait rien d'autre. Et c'est la communauté des fans qui commence, à travers les illustrations, à travers les chansons, à raconter l'histoire d'Hatsune Miku. C'est une histoire que c'est pas vraiment une histoire en fait, puis c'est complètement multiple. Il faut bien se rendre compte que quand on se demande qui est Hatsune Miku, c'est personne. C'est-à-dire qu'Hatsune Miku, elle a une fiche de personnage, un petit peu comme un personnage de manga, mais elle a pas de personnalité, elle a pas d'histoire, elle a pas de passé. Tout ça est créé en temps réel. Et donc, il peut très bien y avoir des choses complètement contradictoires, mais c'est pas vraiment un problème, puisque Hatsune Miku, c'est beaucoup plus un symbole qu'un véritable personnage. En réalité, Hatsune Miku, c'est une communauté, c'est des milliers de gens. Quand on se demande qui est Hatsune Miku, la réponse, c'est des milliers de gens. Des milliers de gens qui créent non seulement des chansons, mais aussi des illustrations, mais aussi carrément des vidéos. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs la puissance de la communauté aussi, c'est qu'il y a des outils qui ont été créés pour ça, pour créer des vidéoclips. Donc là, je fais référence à Miku Miku Dance, ou MMD pour les intimes, qui est donc une sorte de logiciel 3D qui a été créé dès 2008 pour permettre de mettre en scène déjà des chorégraphies avec des petits modèles, des modèles 3D, donc de Miku et d'autres Vocaloid, ou même de ce que vous voulez. Vous pouvez importer des choses de Blender ou d'autres logiciels, et vous pouvez créer de véritables vidéoclips. Et il y a des vidéoclips en fait qui complètement artificiels, complètement en 3D, qui ont commencé à apparaître sur Nico Nico Douga, et sur YouTube aussi d'ailleurs. Et au fur et à mesure, donc, il y a donc une espèce de communauté qui s'est fédérée autour de Hatsune Miku, autour des Vocaloid. Et la musique, en fait, de Hatsune Miku et de ses amis, puisqu'après il y en aura d'autres, bien entendu, c'est quelque chose qui est fait par les fans et pour les fans. Et il y a absolument tous les types de musique possibles. Il y a vraiment un grand choix de types de musique. Il n'y a pas du tout que de la J-pop, même s'il y a évidemment beaucoup de J-pop. Il y a aussi un petit peu tous les styles. D'ailleurs, là, je vais vous mettre une petite suite d'extraits. Donc des extraits de quelques chansons de Hatsune Miku, parmi les plus populaires. Ils font partie d'ailleurs du répertoire de Project Diva, le jeu vidéo, dont je reparlerai d'ailleurs un petit peu après. Et puis il y aura une petite surprise à la fin, vous verrez, plutôt vous entendrez. 「
乾いた木枯らしそよそよと乾いたこの葉はひらひらと今見える日を待ちながら時を数え歩くVoilà, alors mis à part la dernière chanson que vous avez probablement repérée comme étant pas du tout en japonais, en tout cas je l'espère, puisque vous avez entendu donc dans l'ordre Freely Tomorrow, composé par Michi M, Summer Idol, composé par All Star Project, Odds and Ends par Ryo, Wintry Winds de Sigoto Sitpe, et donc enfin le dernier c'est Alice de Voxwave qui vous a chanté Sous cette pluie. Alors évidemment ça peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Alice. Alice c'est la première vocaloïde française. Elle parle aussi japonais d'ailleurs. Je dis vocaloïde mais c'est pour aller vite parce qu'en fait techniquement les vocaloïdes c'est encore la propriété de Yamaha. Et donc Voxwave n'a pas les droits du mot vocaloïde. Probablement c'est pas exactement la même technologie non plus d'ailleurs. Donc c'est pas techniquement parler une vocaloïde, mais évidemment c'est tout à fait le même principe. Et donc Alice est la tentative de Hatsune Miku française. Hein. Elle a donné des concerts live d'ailleurs en projection comme le fait Hatsune Miku depuis longtemps. Et elle avec des vrais musiciens d'ailleurs aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle a failli concourir à l'Eurovision, puisqu'en fait, elle s'est présentée parmi les autres candidates pour représenter la France en 2017. Ça s'est pas fait. Heureusement ou pas, je sais pas. En tout cas, c'était original. Alice existe toujours. Elle a aussi une petite communauté en France. D'ailleurs, pas plus tard que la fin du mois, donc on est en 2019, donc fin mars 2019, Alice va se produire à l'Atrium à Lyon. Donc c'est un concert comme ça qui aura lieu à 20h30. Alors c'est un concert qui donc c'est un concert de relativement petite taille puisque apparemment il y aura donc un guitariste et Alice sur scène. Donc à la manière effectivement d'un concert de Hatsune Miku, parce que oui, les vocaloïdes donnent des concerts. Alors si vous avez jamais vu, évidemment ça peut paraître très étrange de manière avec des yeux occidentaux, c'est vrai que ça peut paraître très étrange puisque évidemment sur la scène il y a personne, il y a juste la Hatsune Miku et les chanteurs et chanteuses donc artificiels qui sont projetés sur une espèce d'écran comme ça, sur une grande surface de verre. Donc on dit que c'est des hologrammes. En réalité, c'est pas vraiment des hologrammes, hein, c'est juste un effet de Paper Ghost, quoi. Hein, c'est un vidéoprojecteur qui projette sur un verre Hatsune Miku à taille réelle, si on peut dire. Et donc vous avez, par contre, la plupart du temps, vous avez un véritable orchestre. Donc c'est assez amusant de voir des gens, un véritable orchestre avec véritables instruments qui font la musique et Miku qui chante donc avec son synthétiseur. Et donc vous me direz, mais c'est quand même bizarre cette histoire de faire chanter des vocaloïdes. Surtout que, si vous avez bien remarqué, quand je vous ai donné les auteurs des titres que vous avez entendus précédemment de Hatsune Miku, je vous ai donné des pseudos, en fait. Des pseudos de gens sur Internet, Michi M, All Star Project, Ryo, etc. Il y en a des milliers, en fait. Il y en a parce que des chansons pour Hatsune Miku, il y en a des milliers, littéralement, et pour les autres vocaloïdes aussi.
D'ailleurs, au passage, dans Summer Idol, vous avez entendu aussi, non seulement Miku, mais aussi Rin, qui est donc une autre vocaloïde féminine qui est sortie plus tard. Et dans Wintry Winds, vous avez peut-être remarqué, vous avez peut-être reconnu Kaito. Et donc la voix féminine, c'était celle de Meiko, voilà, dans une espèce de chanson un petit peu traditionnelle japonaise comme ça. Et donc, ce qui est intéressant avec cette histoire de Vocaloid, c'est qu'effectivement, les chansons sont toutes gratuites. C'est-à-dire qu'elles sont produites par des amateurs, elles sont postées gratuitement sur Nico Nico Douga ou ailleurs, et elles sont écoutées de manière complètement gratuite. Et quand vous allez à un concert, bah, vous payez effectivement, parce qu'il faut quand même organiser le concert, mais en réalité, ce que les gens vont voir, ce sont des chansons qui sont produites non pas par une maison de production, mais par eux-mêmes. C'est ça qui est qui est vraiment unique avec Hatsune Miku, c'est que un concert d'Hatsune Miku, c'est pas un concert normal. C'est une sorte de célébration de la communauté. C'est un événement social. C'est-à-dire que quand dans le public, il y a probablement, peut-être, ou en tout cas probablement, des gens qui ont composé pour Hatsune Miku. En fait, c'est leur œuvre qui est en train d'être chantée. Et alors, ce qui est vraiment marrant avec cette histoire, c'est que, dans une certaine mesure, c'est complètement à l'envers de ce que nous on connaît au niveau musical, et c'est aussi complètement à l'inverse de ce qui se passe avec les vrais idoles, les idoles standards japonaises. Et c'est un petit peu là que je voulais en venir au niveau de quand je disais que en fait Hatsune Miku était l'inverse d'une idole, c'est parce que en gros pour fabriquer une idole, il faut une grosse maison de prod. Cette grosse maison de prod, elle va elle va sélectionner des nanas, donc avec un par casting. Quand elles sont vraiment mignonnes, ou qu'elles pensent qu'ils peuvent plaire donc aux fans, on va les prendre, on va les former au chant, à la danse, etc., aux chorégraphies. Et puis, on va les balancer avec des chansons qui sont produites un petit peu comme ça à la chaîne pour plaire, qui sont très calibrées. Et donc, finalement, c'est une approche qui est top-bottom, comme celle qu'on connaît, quoi. On a évidemment la même chose ici avec les boys bands, les girls bands, et bon, les chanteurs de pop en général, c'est quand même un petit peu toujours comme ça. Hatsune Miku, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, il y a Crypto qui vend un logiciel, et ce logiciel, il est utilisé par des milliers de personnes. Ces milliers de personnes s'organisent entre elles de manière complètement organique pour créer des chansons, créer des clips, créer même du lore, c'est-à-dire créer créer un design, créer des choses comme ça qui créent un petit univers en quelque sorte, et cet univers se retrouve sur scène. Et donc on a une approche qui est complètement bottom-up, c'est-à-dire que les fans créent quelque chose pour eux, pour d'autres fans, et au passage, après ça devient aussi des produits commerciaux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel est le business model de tout ça ? C'est un business model qui donc a rien à voir avec celui qu'on connaît, et en plus on peut se demander comment tu veux vendre de la musique qui est déjà gratuite, puisque la quasi-totalité de la musique de Hatsune Miku est gratuite. C'est une excellente question, et c'est quelque chose qui est assez profondément ancré dans la mentalité japonaise, puisqu'en fait c'est le même schéma que les doujin. Alors les doujin, c'est, pour ceux qui savent, évidemment, je vais rien apprendre, mais c'est ce que nous on appellerait du fan art ou du fanfic, c'est-à-dire c'est des œuvres de fans, des œuvres d'amateurs, qui sont la plupart du temps commercialisées à compte d'auteur, qui sont donc distribuées de manière assez confidentielle lors des conventions, lors des comiquettes et ce genre de choses. Ce sont des événements qui regroupent beaucoup de gens, mais évidemment la distribution d'un doujin, au début, elle est vraiment pas quasi confidentielle, quoi. Donc le doujin, c'est fait par les fans et pour les fans. Et du coup, évidemment, c'est quelque chose qui brasse pas beaucoup d'argent à la base, mais à un moment donné, il y a effectivement les grandes marques, les gros éditeurs, on va dire le mainstream, l'industrie mainstream, qui va jouer un rôle très important sur la scène doujin, en prenant les meilleurs, ceux qui ont le plus de succès, ceux qui choisissent d'une certaine manière, et en, les commercialisant, en faisant un produit. Alors, les auteurs de doujin, en fait, recherchent ça, et c'est quelque chose qui est hyper important pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet tout simplement de diffuser l'œuvre de manière extrêmement large, beaucoup plus large qu'avant, et puis ça permet de l'ancrer dans le temps. C'est-à-dire que le doujin, évidemment, c'est pas quelque chose qui est vraiment très pérenne. S'il n'est pas vraiment publié à grande échelle, il risque de pas rester. Donc il y a il y a un rôle d'historien un petit peu aux marques qui vont s'intéresser au doujin et qui vont le commercialiser, qui vont en faire quelque chose de masse, qui vont le faire pénétrer le mass market, quoi. Et du coup, on peut se poser la question, comment ça se passe avec Miku ? En fait, ça se passe un petit peu de la même manière, c'est pour ça, c'est-à-dire que globalement, les chansons qui sont faites par
pour Hatsune Miku par les fans, vont rester donc sur Nico Nico par exemple, et puis à un moment donné, un gros acteur va s'intéresser à tout ça et va créer quelque chose, un produit qui va contribuer en fait à la puissance de Miku, à la puissance de la marque, à la puissance de cet univers, et donc il faut qu'il le fasse sans le trahir. Donc il y a évidemment, des fois ça arrive que les marques puissent trahir certaines choses, et en général c'est rejeté par les fans, donc c'est un échec. Puis il y a des fois, au contraire, c'est avalisé par les fans parce que c'est le meilleur truc qui pouvait être fait avec. Et là, l'exemple que je vais donner pour Hatsune Miku, c'est Sega et les jeux Project Diva, puisqu'en fait, la grosse particularité, je pense, de Project Diva, c'est que toutes les chansons qui sont utilisées dans le jeu sont crowdsourcées. Alors, évidemment, si vous connaissez pas Project Diva, je vais rappeler un petit peu ce que c'est. C'est un jeu de rythme qui est tout bête en fait, en tout cas a priori, c'est un jeu de rythme où vous avez des symboles qui sont sur l'écran, voilà, qui arrivent dans des cibles comme ça. Il faut taper au bon moment. Évidemment, il faut taper en rythme. Donc sur la manette PlayStation, ce sont des jeux PlayStation en général. Il y a aussi des jeux d'arcade néanmoins. Et donc Project Diva, c'est des jeux qui sont des jeux de rythme qui peuvent être utilisés un petit peu partout. C'est sorti sur PSP, donc sur un format portable au tout début, et puis il y en a aussi pas mal sur PS Vita. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que d'une part, c'est un pur jeu d'arcade, donc il est vraiment excellent, dans le sens où au niveau, en termes de jeux vidéo, c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main, mais vous pouvez passer des dizaines et des dizaines d'heures dessus. Il y a une énorme marge de progression, puisque vous avez des modes de difficulté en veux-tu en voilà, il y a un système de scoring, enfin tout ça fait que vous pouvez passer votre vie sur Project Diva à essayer de vous améliorer, et tout est vraiment très addictif. Enfin, au niveau jeu vidéo, c'est vraiment extrêmement bien fait. Sega savent faire des jeux d'arcade, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et donc Project Diva, c'est probablement un excellent jeu, mais c'est aussi un jeu qui est très respectueux du matériau d'origine. C'est-à-dire que quand vous jouez sur Project Diva, donc vous avez la chanson de Hatsune Miku et de ses amis, puisque vous avez donc un roster, maintenant vous avez non seulement Kaito et Meiko qui ont été depuis, heureusement pour eux, les pauvres, c'est vrai que ça fait, au début ils ne sont pas énormément vendus, mais rassurez-vous, ils ont été transférés sur les autres versions de Vocaloid, puisque aujourd'hui on est né au Vocaloid 5 je crois, donc ils ont traversé les âges et les versions de Vocaloid. Aujourd'hui, ils font partie un petit peu de toute la bande, avec Lynn Ellen, avec Luca, etc. Donc il y a donc pas mal de Vocaloids différents. Et donc ces Vocaloids, elles vont chanter, voilà, vous avez le clip. Et les clips qui sont derrière, c'est des clips qui sont faits par la communauté aussi. C'est une chanson qui a été faite par la communauté. Et Sega, lui, a rajouté la couche de gameplay qui est par-dessus. Et c'est vrai que quand vous jouez à un jeu Project Diva, la musique que vous écoutez, c'est de la musique gratuite en fait, mais vous payez pour le jeu. Et le fait est que ça a été très bien reçu par les fans parce que c'est respectueux du matériau d'origine, et que quelque part, toutes les chansons qui ont été sélectionnées, qui sont à l'intérieur, sont là pour la postérité, quoi. Elles sont évidemment beaucoup plus populaires que sinon, puisqu'elles sont accès à un public beaucoup plus large. Et ça a énormément ça a un impact énorme. D'ailleurs, pour vous donner une idée, Project Diva F, qui est le premier jeu PS Vita sorti, a été donc le jeu PS Vita le plus vendu au Japon en 2012, et ça a multiplié par 5 le nombre de PS Vita vendus cette année-là. Donc ça a eu un impact considérable. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 3 jeux PS Vita de Project Diva. Ce sont encore des jeux qui sont excellents, d'ailleurs. Si vous voulez essayer, je vous les conseille. Moi, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu le phénomène Vocaloid, par la PS Vita, tout simplement, puisque avant, je connaissais de loin, mais c'est par le jeu vidéo, et c'est par Project Diva que j'ai un petit peu appris comment tout ça fonctionnait. Donc ce qui est intéressant finalement avec Project Diva, avec Hatsune Miku, c'est que donc dans le cas du jeu vidéo, vous achetez le jeu vidéo, les fans vont acheter le jeu vidéo sans aucun problème, les fans de Hatsune Miku vont acheter le jeu vidéo, c'est clair et c'est net, ils vont s'éclater avec. Et en fait, c'est la même chose pour les concerts, c'est la même chose pour les disques. C'est-à-dire que vous, quand vous fabriquez vous sortez un disque de Vocaloid, vous pourrez vous demander, mais qui va acheter le disque qui est rempli de chansons qui sont de toute façon déjà gratuites et déjà disponibles sur Internet, et parfois même illustrées par avec des illustrations qui sont elles-mêmes disponibles sur Internet.
La réponse, en fait, c'est que non seulement il y a un public pour ça, mais il est très important et il paye il paye sans aucun problème. En fait, c'est même à tel point qu'en Chine, où Hatsune Miku est aussi très connue, et qui est, bon, on va pas se mentir, une terre de piratage qui est quand même vraiment très très... où le piratage est quand même quelque chose de vraiment bien entré dans les mœurs. Eh bien, il y a, chaque fois qu'il sort un truc de Vocaloid, chaque fois qu'il sort un CD d'Hatsune Miku, eh ben, non seulement les précommandes sont pleins, mais ils se vendent très très bien et il n'y a aucun problème. Et donc, ça nous fait nous interroger sur la question du droit d'auteur, quelque part. Parce que, finalement, vous avez donc une chanteuse, entre guillemets, vous avez une chanteuse qui s'appelle Hatsune Miku, qui pourrait s'appeler n'importe comment. Cette chanteuse, elle fait que de la musique gratuite. Toute la musique de Hatsune Miku est gratuite, la musique de ses collègues aussi sont gratuits, et pourtant, c'est un phénomène qui vend incroyablement, qui est incroyablement populaire. Lady Gaga donc a annoncé il y a quelques années que Hatsune Miku allait faire sa première partie. Hatsune Miku est connue absolument partout dans le monde, même en France, même si on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière. C'est un phénomène qui est impressionnant. Au niveau marketing, sa puissance est absolument incroyable. Il y a des cosplays Hatsune Miku, il y a même énormément de produits dérivés qui se vendent tous très très bien. Donc finalement, le marché Hatsune Miku, l'économie Hatsune Miku est florissante, ça marche très très bien, et pourtant, le matériau artistique de base, lui, n'est pas payant. C'est vraiment un contraste assez important avec ce qui se passe en Occident, où au contraire, évidemment, le matériau de base est payant, et tout le reste aussi, tous les dérivatifs sont payants aussi, et bien entendu, si vous essayez d'écouter gratuitement des artistes occidentaux, vous allez évidemment tomber sous le coup de lois anti-piratage, etc. Il va y avoir la chasse aux pirates. Alors du coup, la question se pose, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Le phénomène Hatsune Miku nous montre qu'une autre voie est possible dans le domaine du droit d'auteur, parce que tout simplement, la musique qui est fabriquée, elle est fabriquée par les fans, elle est écoutée par les fans. Cette communauté est assez active et elle veut bien payer en fait. Et quand un fan d'Hatsune Miku achète un CD, il achète pas un CD pour avoir la musique, parce que de toute façon il l'a déjà, mais il l'achète pour soutenir, pour montrer qu'il est fan et pour soutenir les créateurs, tout simplement, donc les créateurs qui peuvent être une dizaine, pourquoi pas, pour avoir fait à la fois la musique et pour avoir fait le clip, etc. Tous ces gens-là qui n'ont pas vraiment de visage, ils ont des noms, mais la plupart du temps sont des pseudos. Tous ces gens-là, ils sont quelque part, voilà, c'est pour montrer qu'ils sont fans et qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, il y a Hatsune Miku, c'est un phénomène social, socio-culturel, qui est vraiment intéressant parce que justement, il montre qu'il peut y avoir une espèce d'anti-idolisation, une espèce d'économie artistique, d'économie de la musique qui peut être vraiment très différente de celle qu'on connaît. Donc c'est quand même quelque chose je pense que c'était quelque chose qui était quand même assez intéressant à regarder. En plus, un autre point qui est assez intéressant, c'est que dans le système Miku, finalement, ce sont les créateurs qui sont sur le devant de la scène. Je m'explique. Quand vous écoutez une chanson de Taylor Swift, vous savez que c'est une chanson de Taylor Swift. Mais en réalité, vous savez pas qui a fait la musique, qui a fait les paroles, qui a composé ce truc-là. Taylor Swift, c'est une interprète que vous pouvez trouver agréable ou pas, mais finalement, la création elle-même, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est la figure marketing qui va faire vendre les disques. Avec Hatsune Miku, c'est exactement l'inverse. Tout le monde sait que c'est Hatsune Miku qui chante et tout le monde s'en fout, puisque évidemment, c'est juste un outil en fait, Miku. Par contre, les créateurs, eux, ils sont connus, ils sont reconnus, en tout cas dans la communauté, et ils sont placés au premier plan. Donc ça aussi, c'est une différence qui est quand même majeure. D'autant que ça ouvre la voie à des chansons qui ne sont pas forcément des chansons commerciales. C'est-à-dire que les gens qui utilisent Hatsune Miku, donc la voix de Krypton, et qui uploadent des chansons, en fait, ils écrivent absolument ce qu'ils veulent. Comme c'est souvent pas des professionnels ou des semi-professionnels, ils vont écrire des chansons qui leur fait plaisir à eux, qui expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et puis c'est tout, sans aucune forme de préoccupation commerciale. Alors évidemment, il y a des chansons qui sont très commerciales aussi, mais pas seulement. Il y a une grande liberté artistique du fait que de toute façon, on est dans le monde indé et on y reste et on y est bien, quoi. Et voilà, donc c'est quand même assez important de voir aussi que Miku, c'est aussi, les chansons de Miku, c'est aussi le miroir
des fans, c'est le miroir du public. C'est-à-dire que Miku, au lieu d'être une idole, c'est un miroir qui reflète quelque part ce que le public a envie d'exprimer. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a un aussi grand succès. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais raconter sur Hatsune Miku et sur le phénomène socio-culturel que c'est, qui donc nous interroge un petit peu sur, sur ce que peut être la création musicale, même à très grande échelle, et aussi sur ce que pourrait devenir le droit d'auteur. Dans un monde où, on peut le dire, hein, l'histoire de la carotte et du bâton pour les vilains pirates ne paraît pas extrêmement efficace finalement. Donc peut-être qu'une autre voie est possible. Donc c'était quand même assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé aussi. Et donc, voilà, même si vous êtes imperméable à la J-pop ou que vous aimez pas la voix de Miku, vous avez le droit, hein, c'est une voix très, très aiguë. La voix de Saki Fujita, évidemment, va pas forcément plaire à tout le monde. Mais au-delà de ça, au-delà du goût ou pas pour ce type musical particulier, c'est un phénomène qui est pas forcément extrêmement connu en France, même si c'est quelque chose qui, j'en suis conscient, est quand même assez mainstream, et je pense qu'il y a plein de gens qui connaissaient déjà, et pour lesquels j'ai rien appris, hein, bien entendu. Mais bon, voilà, si c'était pas le cas, si comme moi, assez récemment, vous avez découvert, enfin, assez récemment, il y a quelques temps, moi j'ai découvert ça par le jeu vidéo, en réalité, hein. D'ailleurs, aussi, petite anecdote, je cherchais un jeu Vita qui s'appelle Silent Hill Book of Memories, je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un très mauvais jeu. N'y jouez pas, mais bon, je voulais quand même l'avoir pour l'essayer, et puis bon, voilà, je collectionne un peu sur Vita, donc je l'avais repéré à Micromania, et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Et donc j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait, et je suis tombé sur Project Diva F Second. Et bon, j'avais vaguement entendu parler de Project Diva et de Hatsune Miku, mais ça me disait pas grand chose. Et pourtant, je me suis laissé tenter, je me suis dit, écoute, on va essayer, allons-y. Et donc j'ai pris ce jeu, et donc j'ai beaucoup aimé ce jeu en tant que jeu vidéo, mais ça m'a aussi poussé à chercher un petit peu, mais qui écrit ces trucs, comment ça marche, comment ces machins fonctionnent, et du coup voilà, donc ça m'a fait découvrir tout un pan de la pop culture que je connaissais très très mal. Voilà, c'est encore une fois les vertus de la sérendipité, donc écoutez, laissez-vous surprendre. Moi je vais vous dire en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'ici ce Paraculte un petit peu spécial, hein. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau numéro de Paraculte, et je vous laisse entre de bonnes mains, puisque en générique de fin je vais vous laisser avec Megoline et Luca qui va vous chanter Megane, une chanson sensuelle et langoureuse de Ultra Noob. Allez, ciao ciao.